C'est un chantier colossal à plus de 12 milliards d'euros qui a redessiné la carte de l'Europe. Celui du plus long tunnel ferroviaire jamais creusé. Transperçant le millefeuille géologique du Saint-Gothard, dans les Alpes suisses, cet interminable tunnel permet de rapprocher la Suisse et l'Italie via une ligne ferroviaire à grande vitesse et de réduire le trafic de camions traversant le pays en transférant une partie du transport de fret routier vers le train. Mais avant d'arriver jusqu'à son terme, la construction de ce tunnel gigantesque a été particulièrement longue et laborieuse. Dans ce nouvel épisode de Looking For, je vous propose d'entrer dans les profondeurs des Alpes suisses pour découvrir les innombrables défis techniques qui ont dû être relevés pour accomplir cet exploit d'ingénierie. Situé entre les communes d'Herzfeld et Bodio, le tunnel de base du Saint-Gothard est un méga projet dont la construction a débuté dans les années 90. Depuis sa mise en service commercial, le 11 décembre 2016, il transperce une immense muraille de roche culminant à plus de 3600 mètres, et ce, sur plus de 57 km. Encore à ce jour indétrôné, il demeure le plus long tunnel ferroviaire du monde, surpassant de plus de 6 km le célèbre tunnel sous la Manche. Lancé en 1994, la construction du tunnel aura mobilisé près de 2400 personnes qui se sont relayées en 3-8 pour faire avancer le chantier 24 heures sur 24. Ouvriers, ingénieurs, géomètres et bien d'autres corps de métier indispensables à la réalisation d'un tel défi ont œuvré ensemble à l'édification de ce tunnel hors du commun. Alors que le précédent tunnel ferroviaire se situait au sommet du massif, le nouvel ouvrage se situe quant à lui à son pied, offrant l'avantage d'être presque en ligne droite avec un très faible dénivelé. S'étirant entre 300 et 560 mètres d'altitude, il affiche une inclinaison maximale de 12 mètres par kilomètre, soit plus de 2 fois moins que la ligne historique qui s'élevait à 26 mètres par kilomètre. Une différence qui change la donne, car les trains de marchandises n'ont plus à grimper les lacets de la montagne, ni à s'équiper d'une locomotive supplémentaire pour pousser le convoi. Ainsi, le nouveau tunnel de base du Saint-Gothard permet de réduire par 2 les besoins en énergie, et ce, avec des convois plus longs et plus lourds, en plus de faire économiser 45 minutes de trajet entre Zurich et Lugano. C'est aujourd'hui 260 trains de marchandises qui peuvent y circuler à une vitesse de 160 km/h, contre 180 trains précédemment pour le tunnel historique de la ligne de Fête. En parlant d'histoire, sachez que l'ancien tunnel ferroviaire, inauguré en 1882, fut une véritable prouesse technique pour l'époque. Parcourant près de 15 km, 1000 mètres en dessous du sommet du massif du Saint-Gothard, il devint le plus long tunnel du monde à cette époque. C'est à la toute nouvelle dynamite, brevetée en 1867 par le célèbre Alfred Nobel, qu'il fut creusé à partir de ses 2 extrémités. Aujourd'hui, ce tunnel historique continue d'être utilisé notamment comme solution de repli, dans le cas où la ligne à grande vitesse devrait être fermée pour incidents ou travaux. Mais il n'y a pas que le fret. Avec ce nouveau tunnel, les voyageurs y gagnent eux aussi. Depuis 2020, avec l'achèvement du tunnel complémentaire du Sénéry, long de 15,4 km, la ligne à grande vitesse qui relie Milan à Zurich a gagné presque 1 heure de trajet, passant de 4h10 précédemment à seulement 3h17 aujourd'hui. La vitesse maximale autorisée dans le tunnel est de 200 km/h, soit 40 km/h de plus que la vitesse limite des Eurostars dans le tunnel sous la Manche. Mais laissons les trains de côté pour l'instant et commençons maintenant à nous intéresser aux aspects techniques de ce tunnel gigantesque. Le tunnel de base du Saint-Gothard se compose de 2 tubes parallèles de plus de 8 mètres de diamètre, espacés d'une quarantaine de mètres. Chaque tube accueille une voie à sens unique. Cependant, il n'existe pas de tube supplémentaire pour évacuer les voyageurs en cas d'accident, de panne ou d'incendie, comme c'est le cas par exemple dans le tunnel sous la Manche. À la place, des galeries transversales relient les 2 tubes tous les 325 mètres. Grâce à elles, les voyageurs bloqués peuvent rejoindre le tube voisin. De plus, le tunnel est doté de 2 stations d'arrêt d'urgence en cas de problème. Dans un souci de parer à toute catastrophe, les concepteurs du tunnel ont équipé ces stations de cheminées d'extraction des fumées et de puissants systèmes de ventilation. En cas d'incendie dans un des tubes, l'équipement de sécurité permet de créer une surpression dans le second tube, empêchant ainsi la fumée de s'y engouffrer et permettant aux voyageurs de s'échapper dans l'air frais. En plus de cela, les stations abritent aussi 2 diagonales d'échange qui permettent au train de passer d'un tube à l'autre si besoin, comme en cas de travaux de maintenance sur la voie. En plus d'être ultra sécurisé, ce tunnel hors du commun multiplie les défis techniques. Le premier défi fut de trouver le meilleur tracé à emprunter à travers la chaîne montagneuse du Saint-Gothard. En effet, le plissement alpin qui lui a donné naissance est un véritable millefeuille géologique. En outre, une vingtaine de couches rocheuses se succèdent à la verticale sur le trajet du tunnel. Certaines, constituées de granit et de gneiss, sont très dures, ce qui est parfait pour le projet. En revanche, d'autres sont plus friables, et c'est là que les problèmes commencent, car il faut mettre en œuvre des techniques de consolidation particulières. Avant le démarrage du chantier, les géologues ont dû identifier la nature des roches du massif. Problème, le tunnel à construire est en plus d'être le plus long jamais creusé, le plus profond jamais réalisé. En effet, sa couverture rocheuse atteint par endroits jusqu'à 2300 mètres d'épaisseur. À une telle profondeur, impossible d'être certain de la nature du sous-sol. Il a donc fallu se contenter d'extrapoler, à partir de failles repérées par photo aérienne, d'une série de forages et de renseignements accumulés au cours du siècle passé. 2 zones, présentant les risques géologiques les plus importants, ont vite été identifiées.
La première, au milieu du tracé, est le massif intermédiaire du Tavetch, sur lequel se situe le village de Sedrin. Il contient en grande proportion des roches fragiles, les calcairites. La deuxième zone, près de la commune de Fédot, est un pli géologique vertical et profond, le synclinal de Piura, formé de dolomies saccharoïdes, une roche sédimentaire. Une véritable calamité puisque cette roche granuleuse, comme du sucre en poudre, se gorge d'eau infiltrée dans la montagne. Et plus on descend, plus cette colonne d'eau exerce une pression phénoménale. La pression à 900 mètres de profondeur est de 90 bars, c'est-à-dire autant que si l'on se trouvait 900 mètres sous l'eau. Ces difficultés à Sedrin et Fédot ont eu deux conséquences. D'abord, sur l'organisation du chantier. Plutôt que de creuser les deux tubes en partant de leur extrémité à Hertzfeld et Bodio, des points d'attaque intermédiaires ont été ajoutés à Hemsteg, Sedrin et Fédot, avec plusieurs galeries d'accès pour descendre hommes et matériel, jusqu'au futur emplacement du tunnel. À Sedrin, le premier des deux puits de ventilation, de 850 mètres de profondeur pour 7 mètres de diamètre, a été équipé pour servir d'ascenseur et de monte-charge durant les travaux. Au total, ce sont ainsi plus de 150 km de tunnels, de galeries et de puits qui ont été creusés. De cette manière, le double tunnel a été divisé en 5 tronçons, longs de 8 à 16 km. Autant de chantiers distincts menés en parallèle afin de réduire le temps de construction. La nature des roches attendues sur le parcours a aussi déterminé le choix des méthodes d'excavation. Les solides granit et gneiss des tronçons d'Hertzfeld, Hemsteg et Bodio ont été attaqués à l'aide de 3 tunneliers capables d'engloutir 10 à 30 mètres de roches par jour. 2 d'entre eux ont été descendus en pièces détachées à Hemsteg par une galerie d'accès de 1,8 km en pente douce. Leur montage a demandé plusieurs mois. Des monstres de 3000 tonnes et de plus de 400 mètres de long, construits sur mesure en Allemagne pour s'adapter aux roches qu'ils allaient devoir dévorer sur leur chemin. D'un diamètre de près de 9 mètres, leur impressionnante tête de forage abrite 58 molettes de coupe, chacune d'entre elles venant éclater la roche avec une énorme pression de 26 tonnes. En moyenne, ces mangeurs de roches auront avancé à une vitesse de 15 mètres par jour. Mais les sondages ont parfois réservé de moins bonnes surprises. La station d'arrêt d'urgence de Fédot, par exemple, a dû être déplacée de 750 mètres vers le sud à cause d'une mauvaise qualité de la roche. Quant au tronçon de Sedrin, les tuiles auront pris fin le 23 mars 2012, date à laquelle le dernier bloc de béton a été coulé. Un véritable soulagement pour les équipes qui ont œuvré jour et nuit dans des conditions de travail difficiles, puisque la température moyenne dans le tunnel était de 28 degrés, et ce, grâce à un système de refroidissement par circulation d'eau. Sinon, sans système, la température aurait été de 45 degrés en moyenne. Dernière étape de ce chantier titanesque, la mise en place des installations ferroviaires qui permettent d'exploiter le tunnel, à savoir les voies, les aiguillages, l'alimentation électrique, les liaisons radio et téléphoniques, sans oublier bien sûr la signalétique pour la circulation des trains. Contrairement à la plupart des autres tunnels, celui du Saint-Gothard ne dispose d'aucune signalisation lumineuse. À la place, des balises de positionnement disposées sur les voies permettent de savoir en permanence où se trouvent les trains dans le tunnel. Un système logiciel spécifique de détection préventive des incidents est aussi présent. À partir des informations envoyées par les trains, des scénarios automatiques peuvent se déclencher, comme par exemple l'activation de la ventilation du tunnel en cas d'arrêt prolongé du train en pleine voie. Avec ce tunnel, inauguré le 1er juin 2016, la Suisse peut se féliciter d'avoir décroché pour la 3e fois le record du plus long tunnel ferroviaire jamais creusé. Au final, il aura fallu 22 ans pour mener à bien l'édification du tunnel, et 4 années de plus si l'on comprend le tunnel de base complémentaire du Sénéry, achevé en 2020. Mais malheureusement pour les Suisses, le tunnel du Saint-Gothard ne restera pas longtemps le plus long, car un autre méga-projet doit le devancer d'ici peu, celui du tunnel de base du Mont-Cenis. Un méga-projet dont la construction a commencé en 2016 et qui doit dépasser de seulement 400 mètres le tunnel du Saint-Gothard. Il doit ainsi permettre à la France et l'Italie de rapprocher les villes de Lyon et Turin par une ligne transalpine à grande vitesse. Avec une mise en service prévue à l'horizon 2030, la ligne devra permettre de gagner 2 heures de trajet sur le temps de parcours actuel, qui s'élève à 4h15 pour les liaisons les plus rapides. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines actualités de la construction. Merci à tous et à très vite sur Looking For. Tunnelier risquait de s'enliser dans la roche trop tendre et de rester coincé. Seule la méthode conventionnelle, c'est-à-dire à l'explosif ou avec des marteaux perforateurs, était adaptée à la nature particulière de ces roches. Elle consiste d'abord à consolider la roche qu'on va faire voler en éclats. On projette de grandes quantités de béton, puis on insère des ancres de sécurité, des barres métalliques de plusieurs mètres qui viennent clouer la roche. Ensuite, des machines de forage percent des trous de 4 mètres de profondeur, dans lesquels sont placés jusqu'à 400 kg d'explosifs. Mais la technique, beaucoup plus lente que le tunnelier, progresse seulement au rythme de quelques mètres par jour. Alors qu'il ne représente que 15% du tunnel, le tronçon de Sedrin a ainsi demandé autant de temps d'intervention que les autres réunis, soit 12 ans. Au final, le percement des tubes principaux s'est fait à 80% avec des tunneliers et à 20% avec des explosifs conventionnels. Pour un total de 28,2 millions de tonnes de gravats excavés, soit l'équivalent de 5 pyramides de Khéops.
Quelle que soit la méthode d'excavation employée, une deuxième étape s'impose dès que la paroi est creusée. Il faut immédiatement consolider la voûte. Sinon, la cavité, sous la poussée des roches, risque de rétrécir ou pire, de s'ébouler. Tout un éventail de techniques est à disposition. L'ancrage, la pose de treillis métallique, la projection de béton, la pose de cintre, toutes ces solutions pouvant être combinées. L'objectif n'étant pas d'empêcher les déformations à tout prix, mais de les limiter. À certains endroits du tronçon de Seudrin, la roche fraîchement creusée exerçait une poussée de 20 mégapascales, soit 2000 tonnes par mètre carré. Aucun système ne peut contrer une charge aussi grande. Il faut ainsi permettre à la roche de se déformer pour faire diminuer la pression, explique Heinz Erbach, ancien directeur technique d'Altransit Gotthard. À cet effet, spécialement pour le chantier de Seudrin, les ingénieurs ont mis au point un système innovant de cintres coulissants. S'emboîtant les uns dans les autres, les cintres forment un anneau ayant la capacité de se rétracter. Cette souplesse permet à l'anneau d'accompagner la déformation de la roche pour que la pression diminue avant de la bloquer. Une fois la première voûte réalisée, un revêtement matelassé puis une couche imperméable de 5 mm d'épaisseur viennent la recouvrir pour protéger des infiltrations d'eau une seconde voûte. La voûte interne, construite en béton et à l'abri des infiltrations, doit supporter seule les poussées des roches pour une durée de vie du tunnel fixée à 100 ans. Au-delà, des travaux de reconsolidation pourront prolonger l'exploitation. Au final, les travaux de génie civil auront pris fin le 23 mars 2012, date à laquelle le dernier bloc de béton a été coulé. Un véritable soulagement pour les équipes qui ont œuvré jour et nuit dans des conditions de travail difficiles, puisque la température moyenne dans le tunnel était de 28 degrés, et ce, grâce à un système de refroidissement par circulation d'eau. Sinon, sans système, la température aurait été de 45 degrés en moyenne. Dernière étape de ce chantier titanesque, la mise en place des installations ferroviaires qui permettent d'exploiter le tunnel, à savoir les voies, les aiguillages, l'alimentation électrique, les liaisons radio et téléphoniques, sans oublier bien sûr la signalétique pour la circulation des trains. Contrairement à la plupart des autres tunnels, celui du Saint-Gothard ne dispose d'aucune signalisation lumineuse. À la place, des balises de positionnement disposées sur les voies permettent de savoir en permanence où se trouvent les trains dans le tunnel. Un système logiciel spécifique de détection préventive des incidents est aussi présent. À partir des informations envoyées par les trains, des scénarios automatiques peuvent se déclencher, comme par exemple l'activation de la ventilation du tunnel en cas d'arrêt prolongé du train en pleine voie. Avec ce tunnel, inauguré le 1er juin 2016, la Suisse peut se féliciter d'avoir décroché pour la 3e fois le record du plus long tunnel ferroviaire jamais creusé. Au final, il aura fallu 22 ans pour mener à bien l'édification du tunnel, et 4 années de plus si l'on comprend le tunnel de base complémentaire du Sénéry, achevé en 2020. Mais malheureusement pour les Suisses, le tunnel du Saint-Gothard ne restera pas longtemps le plus long, car un autre méga-projet doit le devancer d'ici peu, celui du tunnel de base du Mont-Cenis. Un méga-projet dont la construction a commencé en 2016 et qui doit dépasser de seulement 400 mètres le tunnel du Saint-Gothard. Il doit ainsi permettre à la France et l'Italie de rapprocher les villes de Lyon et Turin par une ligne transalpine à grande vitesse. Avec une mise en service prévue à l'horizon 2030, la ligne devra permettre de gagner 2 heures de trajet sur le temps de parcours actuel, qui s'élève à 4h15 pour les liaisons les plus rapides. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines actualités de la construction. Merci à tous et à très vite sur Looking For.